tous et bienvenue pour ce webinaire sur les bonnes pratiques de la prospection. Donc du coup, l'objectif là de ce webinaire, ça va être de vous donner 10 bonnes pratiques autour de la prospection commerciale. Donc c'est un sujet très très vaste. En 40-50 minutes, puisqu'on va se laisser un temps d'échange sur la fin, entre 15 et 20 minutes, mais après on pourra prendre tout le temps qu'il faut pour répondre à l'ensemble de vos interrogations. Donc sur la partie gauche, vous avez en fait un onglet questions. Vous allez pouvoir poser vos questions, donc je surveille. Et si vous voulez chatter, il y a le chat qui est juste en dessous, que je regarderai surtout à la fin. Donc posez vos questions au fur et à mesure et j'y répondrai à la fin justement de la session. Alors, du coup, qui nous sommes chez Imago? Très rapidement, chez Imago, nous sommes spécialistes du business développement. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler tout autour de la création de business, pas seulement justement donc pas seulement la vente pure et dure, puisque la génération de leads, ce n'est pas que de la vente. Donc, on va être spécialiste, nous, de la génération de leads, de la vente et de la transformation commerciale, puisque les métiers commerciaux sont en train de radicalement évoluer ces dernières années et des grandes entreprises, des grands cabinets d'experts comptables ou des grandes industries avec lesquelles j'étais il y a quelques minutes, par exemple, n'ont pas encore activé cette transformation commerciale et il y a tout à faire pour être plus performant, plus efficace et générer plus de ventes. Donc, l'art justement de générer des leads, on va en parler, la prospection, on va se concentrer sur cette partie purement génération de leads. Alors, je commence souvent mes interventions là-dessus. Donc, il y a 3 moyens pour développer sa société, augmenter son nombre de clients, augmenter le chiffre d'affaires par client ou mieux fidéliser ses clients. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la partie augmenter son nombre de clients, qui est un des moyens, en tout cas, un des 3 leviers pour développer son entreprise. Alors, il y a 3 compétences indispensables pour un prospecteur. C'est encore plus vrai que pour les commerciaux. Donc, c'est valable pour les commerciaux. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'on va avoir une intervention d'ici la fin de l'année, un webinaire dédié aux compétences commerciales. Mais aujourd'hui, il y a 3 qualités qui sont indispensables. La rigueur, la constance, la pugnacité. Si vous manquez d'une de ces 3 qualités, j'ai envie de dire, ne prospectez pas. Vous pouvez le faire au coup à coup, mais vous ne pourrez pas mettre en place une vraie action de prospection qui nécessite cette constance, cette rigueur et cette pugnacité. Et c'est pour ça que par rapport à des commerciaux classiques, des fois, la rigueur, c'est pas pour ça qu'on les a embauchés. Donc, c'est des profils qui sont radicalement différents entre la chasse et l'élevage. Et aussi la chasse et la transformation. D'ailleurs, un chasseur peut être quelqu'un de très mauvais pour transformer le prospect en client et inversement. Donc, on est sur des compétences qui sont vraiment différentes. Alors, quelques métriques sur la prospection. Pour introduire le sujet, dites-vous qu'il va vous falloir, c'est une moyenne, 7 appels pour joindre votre interlocuteur. Donc ça veut dire que il y a plein d'interlocuteurs et que vous n'avez sûrement jamais réussi à joindre parce que vous n'avez pas passé ces 7 appels. En règle générale, les commerciaux en France, donc c'est aussi une moyenne, s'arrêtent au bout de 3 relances. Donc là, on voit bien qu'il y a tout un pan, en tout cas, d'interlocuteurs que vous n'arrivez pas à avoir. Un prospect vous dira 12 fois non avant de signer. Alors bien sûr, il ne faut pas le harceler, ça ne sert à rien de l'appeler 12 jours d'affilée pour qu'il vous dise 12 fois non pour qu'il signe le 13e. Enfin, quoique, il y a des gens, c'est leur technique, moi je ne suis pas du tout pour ce genre de choses. Mais c'est là où sur du long terme, si vous l'appelez une fois tous les 6 mois ou une fois tous les ans, vous aurez plus de chances de le signer sur du très long terme parce que vous allez créer cette confiance et ça, on va en parler tout à l'heure dans le cadre du webinaire. 5 minutes pour prendre un rendez-vous. Ça ne sert à rien de passer plus de temps. Si vous avez tout de suite le rendez-vous, parce que la personne est intéressée, prenez le rendez-vous, vous aurez tout le temps de faire le travail commercial par la suite. Donc, prenez vraiment ce 5 minutes pour... prenez justement le temps qu'il faut pour prendre le rendez-vous et à ce moment-là, prenez votre temps en entretien commercial. Et 8 mails avant d'obtenir une réponse, c'est pareil, faire une relance par mail comme ça. Il ne faut pas hésiter à relancer. Alors, ce qui est important pour ne pas harceler, c'est le rythme des relances. Et là, ce sera éminemment inhérent à votre domaine d'activité.
que ce soit un podologue, un kiné ou un dirigeant, ne va pas ressentir, ou un avocat, les relance de la même manière. Donc, c'est important de l'adapter en fonction de chacun de vos segments de marché. Alors, quelques métriques encore sur la prospection. Donc, la prospection, de manière générale, on tombe toujours sur les mêmes métriques au bout d'un certain temps. C'est pas forcément vrai au début de mission, mais au bout d'un an de prospection, on retombe toujours sur ces métriques-là. 80% des prospects que vous allez contacter ne seront pas intéressés par votre service, votre offre de produit ou de service. C'est pas grave, il faut en avoir conscience. Vous aurez 12% des prospects qui seront intéressés sur du long terme. J'entends long terme au-delà d'un an. Donc, c'est important de suivre, et là, on revient sur la slide précédente, c'est important de suivre exactement et très précisément vos prospects et tomber au bon moment. 7% seront intéressés sur du moyen terme et 1% sera intéressé sur du court terme, donc en dessous de 6 mois, et moyen terme entre 6 et 12 mois. Donc ça veut dire que pour avoir un prospect intéressé sur du court terme, il va vous falloir obtenir par téléphone, et je parle d'obtention et pas de nombre d'appels, obtenir par téléphone une centaine de prospects. Donc ça, c'est vraiment essentiel d'être dans cette dynamique-là. Alors, pourquoi prospecter? Ça aussi, c'est une question à se poser. Donc, il y a 5 usages de la prospection. Déjà, c'est poser les bases d'une relation avec des prospects. Et comme vous le voyez sur la slide, vous l'avez vu sur la slide précédente, c'est bien la capacité à créer la confiance. Donc, c'est le point 2, mais créer la base d'une relation qui va être essentielle. Il ne faut surtout pas chercher à vendre et à survendre dans le cadre de la prospection. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Il faut être dans cette dynamique, en tout cas, d'essayer de découvrir, créer une relation et tomber au bon moment. Et à partir de là, les gens vont naturellement penser à vous et même parfois vous rappeler, mais il ne faut surtout pas attendre qu'un prospect vous rappelle. De par nature, un prospect ne vous rappelle qu'extrêmement rarement. L'autre, donc deuxième point, c'est instaurer un dialogue et établir un premier climat de confiance. Donc ça aussi, c'est essentiel. La confiance, un des leviers de la confiance, c'est créer du lien. Donc ça veut dire le rappeler régulièrement. On ne crée pas la confiance en une fois, on crée la confiance dans la régularité. La régularité, ça dépend de votre activité. Parfois, ça va être d'appeler tous les 2 mois, tous les trimestres, tous les 6 mois, une fois par an vos prospects. Mais plus vous les contactez et sans chercher à vendre pour prendre des nouvelles, mieux ça va fonctionner. Troisième point, et non des moindres, c'est alimenter votre base de données pour d'autres actions. Puisque quand vous allez prospecter, vous allez récupérer de la donnée. Adresse mail, numéro de portable, numéro de téléphone, problématique, segment de marché. Et ça, on va en reparler. Donc ça, c'est essentiel pour avoir une base de données qualitative. Cette base de données qualitative va vous permettre de mener d'autres actions web marketing et de manière hyper efficace. Donc la prospection permet d'alimenter l'inbound marketing et l'inbound marketing permet aussi d'alimenter la prospection. Et c'est comme ça qu'on est dans un cercle vertueux. Enfin, quatrième point, ça permet bien évidemment d'obtenir un premier entretien en face à face ou en visio. Alors de plus en plus, je pense que la visio va se développer, mais là, ça reste quand même le basique. Et le cinquième point, et non des moindres aussi, c'est sonder son marché en permanence pour identifier les comportements et les changements de comportement des prospects. Ce qui marchait il y a 6 mois peut ne plus marcher 6 mois plus tard parce qu'il y a un nouveau concurrent, parce qu'il y a un facteur externe. On voit bien la crise Covid nous a démontré de manière très brutale qu'il peut y avoir des changements de comportement de marché très rapides. Donc ça vous permet de sonder en permanence votre marché. Et si vos prospecteurs, qu'ils soient internes ou externes, sont bien formés, à partir de là, ils vont pouvoir vous faire remonter des informations marché. Nous, on met à disposition des chasseurs d'affaires et c'est une des valeurs ajoutées qu'on apporte, c'est justement d'apporter en permanence des informations marché sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Et à partir de là, soit modifiez vos offres, soit modifiez vos actions. Alors, sur les bonnes pratiques, donc on va faire un panorama de 10 bonnes pratiques qui vont vous permettre d'avancer. Donc la première, c'est avoir un ciblage de qualité. Le ciblage, ça va être un gain, en tout cas, de productivité extrêmement important. Plus votre ciblage est de qualité, plus vous allez aller vite sur votre prospection.
c'est pas un prérequis, parce que si vous n'avez pas de fichier, vous pouvez le construire au fur et à mesure, mais forcément, vous serez beaucoup moins productif. Donc, une bonne segmentation, c'est essentiel. Alors, il y a 3 grands types de segmentation. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, parce que je pourrais vous tenir 1 heure rien que sur ce sujet-là. Il y a la segmentation stratégique qui permet d'avoir vos grands marchés, la segmentation marketing qui vous permet de définir vos cibles, et segmentation commerciale qui vous permet de définir très rapidement la rentabilité de chaque segment de marché marketing. Alors, on va construire les segments de marché marketing autour de 4 axes. Donc, le grand marché, donc le segment de marché stratégique, une offre, un segment de marché marketing, quel interlocuteur, et enfin, quel point de douleur. Pourquoi? Parce que vous pouvez attaquer, par exemple, l'industrie. Si vous avez plusieurs offres, vous n'allez pas forcément prospecter de la même manière, soit avec le même discours, avec la même canal. Donc, quand vous prospectez, il faut que vous soyez focus sur une offre. Et en fonction des interlocuteurs, vous n'allez pas avoir le même discours. Si vous approchez un DRH, si vous approchez un DSI, un dirigeant, un directeur commercial, même si c'est la même offre, vous n'aurez pas les mêmes points de douleur, voire même vous n'aurez pas la même modalité d'approche. Donc ça, c'est indispensable de construire votre action de prospection autour de votre segmentation marketing. Donc là, vous aurez un document ressources. Vous pourrez télécharger un support à la fin de l'intervention et vous pourrez télécharger votre support pour construire votre segment de marché marketing. Alors, il y a une grosse différence entre les personas et les segments de marché marketing. Le segment de marché marketing, on est basé sur de l'intuition. On va identifier les différents canaux pour les toucher. On va réfléchir autour des points de douleur. On va réfléchir autour des comportements, de l'âge, des postes. Et donc, ça permet de définir un ciblage. Les personas, ce qu'on entend très souvent d'un point de vue marketing, on va plutôt être concentré sur ses habitudes, ses objections, les aspirations, les frustrations, et surtout sur les points de douleur et les raisons des points de douleur. Et en fait, pour bien faire un travail sur les personas, ça doit être basé sur une étude. Et pour les segments de marché, ça doit être basé sur une intuition. Donc ça, c'est 2 choses qui sont différentes. Et si on me propose de créer des personas sans faire une vraie étude, c'est pas des personas, c'est des segments de marché marketing. Alors, la sémantique est hyper importante parce que l'usage n'est pas la même. Les segments de marché, c'est qui va acheter une voiture rouge, par exemple. Les personas, c'est pourquoi ils veulent une voiture rouge. Et ce pourquoi, il n'y a que la psychologie, la sociologie et l'éthologie qui peuvent vous apporter ces réponses-là. L'autre bonne pratique, toujours sur le ciblage, on est toujours dans le premier point, c'est avoir un fichier qualifié. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un fichier qualifié? Là aussi, beaucoup de personnes ont des définitions qui sont radicalement différentes. Je vous en donne une, qui n'est pas forcément que vous pourrez adapter, mais en tout cas qui vous permet d'avoir une vision. Un fichier non qualifié, c'est nom, téléphone de standard, email générique. Très souvent, c'est par ça que vous allez commencer. Et un fichier 100% qualifié, ça va être société, nom, prénom, téléphone direct, mail nominatif, adresse, ville. J'aurais pu mettre poste aussi, d'ailleurs, pour savoir qui on va contacter. Et c'est là où il y a toute une granularité entre un fichier qui est 100% qualifié et un fichier qui est faiblement qualifié. Plus votre fichier est qualifié, plus vous allez aller vite sur votre prospection, plus vous allez gagner en efficacité. Alors, attention, parce que malgré la qualité de votre fichier, il va s'éroder d'environ 30% par an. Donc, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, peu importe le niveau de qualification de fichier que vous avez, vous aurez toujours des faux positifs et vous aurez toujours des informations qui ne sont pas à jour. Donc, même quand vous faites de l'achat de fichiers, vous n'aurez jamais un fichier qualifié à 100%. Avec des adresses mail à 100%. En règle générale, quand on fait de l'achat de fichiers, donc ça on le fait très régulièrement, quand on a un fichier qui est qualifié à 50%, c'est bien quand on achète un fichier. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Alors, comment on peut sourcer justement ces niveaux d'interlocuteurs? Donc déjà, sur LinkedIn, il y a le ciblage manuel et automatique. Donc, il y a plein de solutions, on va en parler. On peut parler de Phantom Buster, par exemple, ou de LinkedIn Sales Navigator. Ça vous permet, en tout cas, déjà de faire un premier ciblage. Sur LinkedIn, il y a aussi les interactions sur vos publications. Quelqu'un qui like une de vos publications, ça peut être une cible. Et là, ça vous peut permettre de segmenter en fonction des points de douleur, en fonction des centres d'intérêt. C'est pas totalement exact, mais ça vous donne en tout cas une visibilité qui est assez intéressante.
Et bien sûr, les relations de vos concurrents. Si vous regardez dans vos concurrents des clients ou des prospects, ça aussi, ça peut être une source, en tout cas, d'interlocuteurs qui peut être très intéressante. Alors, pour aller cibler les entreprises, il y a Corporama, The Base, il y en a plein qui existent pour faire de l'achat les CCI, pour faire de l'achat de cibles. Mais là, on est spécifiquement sur les entreprises et pas sur les personnes. Donc, ça change tout et c'est là où il faut croiser les données en règle générale. Ça peut être aussi sur votre site internet. Si vous avez un bon CRM qui est connecté à votre site internet et que vous avez de la codification, de pouvoir récupérer les adresses mail, en fonction de la navigation de l'utilisateur et du visiteur, vous pouvez du coup aller chercher des sources de prospects et c'est non négligeable en termes d'exactitude. Et en fait, et aussi les autres sites d'achat de fichiers, il y en a plein. On les a pas tous testés, bien évidemment, mais la qualité, en tout cas, des fichiers est extrêmement différente d'une entreprise à une autre. D'ailleurs, si vous avez des retours, n'hésitez pas. On est toujours preneur, justement, de retours sur l'achat de fichiers. Et comme je le disais, vous n'aurez jamais 100% d'exactitude. Donc ça aussi, même si vous automatisez sur le ciblage automatique, il y aura toujours des faux positifs. Et traiter manuellement une base de données, c'est un travail de titan. Donc, vous ne pourrez jamais le faire. Donc, il faut faire un deuil sur le fait que un coup de fil, vous aurez toujours la bonne personne. Il y aura toujours des personnes où vous planterez, soit parce que le ciblage n'a pas été totalement exact, soit parce qu'il y a eu des changements. Alors, la deuxième bonne pratique, ça va être un bon pitch. Alors, ça, beaucoup de gens pensent maîtriser le pitch. Parce que malheureusement, dans le commercial, donc pitcher son entreprise sur des pitchs de 20, 10, 15, 7 ou 3 minutes, c'est différent d'un pitch commercial. Pourquoi? Parce que déjà, quand on est au téléphone, en visio, c'est un peu hybride, mais quand on est au téléphone, c'est ce qui est très souvent le cas quand on prospecte, déjà, on n'a pas cette communication non verbale. Et il y a 65 à 75% des messages qui passent par cette communication non verbale, par la posture, et entre autres. Et ça, c'est une vraie complexité. C'est pour ça que la prospection téléphonique, c'est un vrai art oratoire. Donc, il faut absolument bien se maîtriser pour bien prospecter. Ça veut dire qu'il faut avoir le sourire, un esprit enthousiaste, un esprit positif, être enthousiaste et être motivé. Si pour X ou Y raison, parce que vous avez passé une mauvaise journée, une mauvaise nuit, vous n'arrivez pas à être dans cet esprit-là, à ce moment-là, reportez votre session de prospection. Ça ne sert à rien parce que vous allez perdre des leads. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Le concept de sourire forcé fonctionne très très bien. Le fait en fait d'être en permanence comme ça, on a l'air un peu niais comme ça d'avoir son sourire forcé. Alors en face à face, ne le faites pas parce que ça fait très faux, mais au téléphone, ça fonctionne bien parce que ça permet de modifier sa voix. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à reporter une session de prospection si vous ne la sentez pas. Il faut vraiment être dans une bonne disposition pour que ça fonctionne. Alors, comment on construit son pitch? Déjà, un pitch commercial ou un elevator pitch, c'est 30 secondes grand maximum. Idéalement, c'est 20 secondes. La personne en face de vous n'aura pas une capacité d'attention suffisante, surtout que vous allez commencer votre appel par ça. Donc, le but, c'est de lui démontrer que vous allez être en capacité, justement, de pouvoir convaincre la personne de vous écouter. Un pitch n'a pas de volonté, en tout cas, de convaincre la personne d'acheter ou de prendre le rendez-vous. C'est vraiment aujourd'hui de convaincre la personne de vous écouter et d'être dans une posture d'écoute et de se livrer. Puisque d'ailleurs, un commercial ne doit pas être bavard. Un bon commercial doit être là d'abord pour écouter plus que pour parler. Il y a un grand adage dans les métiers commerciaux, c'est on a 2 fois plus d'oreilles que de bouches. Ça veut dire qu'on doit écouter 2 fois plus que parler. Donc pour créer un bon pitch, il y a 5 phases, le why, le how, le what, le proof et le next. Donc le why, c'est parler des points de douleur de votre prospect. Et on revient sur la segmentation marketing. Parler des points de douleur de votre prospect, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne devez pas présenter votre offre, ce que font très souvent les commerciaux, mais c'est parler de pourquoi votre prospect a besoin de vous écouter. C'est quoi aujourd'hui la proposition de valeur que vous avez? Et toujours sous un angle prospect, ne parlez pas de vous. Ensuite, le how, c'est comment vous allez répondre à ce point de douleur qu'il a sûrement.
Le what, c'est en effet quel est le service que vous proposez. Le proof, c'est la preuve que vous apportez que votre service, ça marche. Donc, ça peut être des références, ça peut être des preuves techniques. Voilà, tout dépend de votre service. Et le next, c'est la prochaine étape. C'est très souvent, là, vous allez lui rebalancer la balle pour qu'il puisse justement vous écouter et poser des questions. Et en tout cas, donc c'est souvent sous une forme de question, sous l'elevator pitch. Donc c'est très complexe à faire, ça peut paraître très évident, mais en fait, ça ne l'est absolument pas. J'ai rencontré énormément d'entrepreneurs qui étaient excellents pour pitcher leur entreprise devant des investisseurs, devant leurs banquiers, devant leurs partenaires, mais excessivement mauvais sur un pitch commercial. L'inverse est totalement vrai aussi. On peut être très bon sur un pitch commercial, mais très mauvais sur un pitch plutôt d'entrepreneur. Donc ça, c'est un travail à faire. Et pareil, n'hésitez pas à faire un tableau avec vos différents pitchs en fonction de vos segments de marché. Vous n'allez pas raconter la même chose au téléphone si vous avez un DAF que si vous avez un DRH ou un dirigeant, si leurs points de douleur sont différents. Alors, un bon pitch aussi, Voilà. La troisième bonne pratique, suite au pitch, c'est un bon niveau d'écoute. Alors, il y a 5 grands types d'écoute. On parle toujours d'écoute active dans les métiers commerciaux. C'est bien. Donc, l'écoute bienveillante, d'ailleurs, l'écoute bienveillante fait partie de l'écoute active. Mais en fait, il y a plusieurs types d'écoute. Et l'idéal, c'est d'arriver sur cette écoute enrichie. Donc, c'est pareil, je pourrais vous tenir très longtemps sur l'écoute. Alors, l'écoute active, qu'est-ce que c'est? Ça consiste en fait justement à utiliser des questionnements et s'assurer surtout qu'on a compris le message. Donc on va aussi travailler tout autour de la reformulation. Donc ça, c'est aussi très important. Et très souvent d'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'on écoute mal. Puisque quand on écoute en tout cas une personne, on est déjà en train de préparer notre réponse. Et en fait, quand on prépare notre réponse, on n'est plus dans l'écoute. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a tous, et c'est normal, on est tous humains, on est tous centrés sur nous-mêmes. Donc ça, c'est indispensable d'être dans une écoute, en tout cas, active de la personne, et de laisser de côté pour l'instant sa réponse, et donc de prendre beaucoup de notes, de reformuler, de valider si on a bien compris. L'écoute empathique, c'est le niveau supérieur qui vous permet d'aller construire, de détecter les attentes. Donc, c'est d'aller au-delà et de capter en fait tous les signaux émotionnels quand vous allez poser une question, de voir comment la personne va réagir et ce qu'elle ne dit pas forcément derrière. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour que cette écoute empathique se fasse pour détecter tous les non-dits. Mais il faut être vraiment totalement présent envers l'autre. L'écoute totale, alors bien évidemment, chaque point reprend le point précédent. Donc ça consiste surtout à attirer une attention exclusive, mais à montrer qu'on a une attention exclusive. Et c'est ça qui va générer en fait la confiance. Donc ça veut dire de regarder la personne dans les yeux, ça veut dire de montrer qu'on s'en écoute, de prendre des notes. Ça aussi, c'est un vrai facteur d'écoute totale. Alors l'écoute systémique, c'est aussi au-delà. Donc là, il faut quand même bien maîtriser le contexte du prospect. Ça veut dire qu'on va aussi s'intéresser à tout ce qui est contextuel autour de ce que la personne vous raconte. Par exemple, elle vous parle de la gestion des déchets. Ça veut dire que vous devez faire en fait aussi des connexions entre justement ce qu'elle vous dit et l'actualité, tout ce que vous pouvez connaître de son secteur d'activité, mais aussi par rapport aux valeurs. Alors, je vais pas en parler aujourd'hui. Je parle très souvent des valeurs de Shannon Schwartz dans le commercial. Et là, on est totalement dans l'écoute systémique, de comprendre les valeurs et les croyances de la personne et de les remettre justement dans cette écoute pour avoir une écoute en profondeur. Et enfin, l'écoute enrichie. Donc, c'est une écoute qui va être dynamique et c'est capable de distinguer aussi de ce qui est important de ce qui n'est pas important dans une conversation. Parce que ce qui est important pour vous ne l'est pas forcément pour la personne en face de vous et inversement. Et très souvent, donc là, il y a un atelier que je fais très souvent en formation qui s'appelle l'atelier de la femme mariée et on voit très bien que sur quelque chose qui peut paraître factuel, on a tous en fait des distorsions par rapport à notre valeur, par rapport à notre culture. Enfin, il y a plein de choses où on n'a pas tous le même degré d'importance par rapport à des choses qui nous paraissent factuelles. Et tout ça, ces 5 niveaux d'écoute vous permettent d'avoir vraiment une écoute parfaite de votre prospect. Alors, pareil sur l'écoute. Donc,
justement, sur la bonne écoute, c'est la suite logique, c'est les bonnes questions. Donc les bonnes questions, ça va être justement d'utiliser des questions ouvertes. Alors ça peut paraître très basique, mais en fait, si vous vous écoutez pendant un entretien téléphonique, on a tous tendance à poser plus de questions fermées que de questions ouvertes. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Et oui, poser des questions où la personne va répondre par oui ou par non, ça permet de faciliter en tout cas notre compréhension et notre capacité de rebond. Et ça, un commercial en prospection doit absolument s'interdire toute question fermée. Alors, sauf les questions de début d'entretien, bien évidemment, ou de fin d'entretien. Mais sur tout le reste, ça doit être des questions exclusivement ouvertes pour que la personne puisse parler. Et on revient sur cette notion d'écoute. Plus la personne parle, plus elle se sent écoutée. Et plus vos questions sont pertinentes, plus elle se sent aussi écoutée. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Alors, donc les questions ouvertes, c'est pourquoi, comment, il y en a plein. Et n'hésitez pas à travailler vos questions ouvertes autour du BANT. Donc le BANT, qu'est-ce que c'est? Alors moi, je l'ai découvert il y a une dizaine d'années, cette technique-là. Cette méthode, en fait, vous permet de travailler autour du budget, de l'autorité, du besoin et du timing. Vous divisez votre feuille en 4 pendant que vous posez vos questions. Et l'objectif étant que chacune des parties soit remplie à la fin de l'entretien. Et là, vous êtes sûr d'avoir posé l'ensemble des bonnes questions. Excusez-moi. Du coup, très souvent, on a tendance en tant que commercial, et surtout quand on prospecte, à oublier une des catégories. Et c'est indispensable d'avoir ça. Donc le budget, valider que la personne qui est en face de vous a bien le budget par rapport à la proposition de service ou de produit que vous allez faire. L'autorité, est-ce qu'il est décisionnaire, prescripteur fort, prescripteur faible, excusez-moi, utilisateur. Donc ça, c'est indispensable aussi. Le besoin, je passe, question ouverte. Et le timing, c'est est-ce qu'il va démarrer à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et ça, c'est indispensable parce que vous pouvez passer beaucoup de temps en entretien avec un prospect pour vous rendre compte que son projet est pour l'année prochaine. Dans ces cas-là, ne perdez pas de temps. Et à ce moment-là, rappelez-le quand il sera mature parce que sinon, vous risquez de perdre un temps de prospection et voire un temps commercial qui est la suite de la prospection important pour un prospect qui n'est pas mature. L'autorité, c'est pareil. Si c'est un prescripteur faible dans l'entreprise, donc il y a plein de questions autour de l'autorité à poser, ne perdez pas de temps et demandez-lui de vous mettre en relation avec la bonne personne. Et ça va vous faire gagner un temps précieux. Pareil pour le budget. S'il n'a pas le budget ou si votre proposition de valeur n'est pas perçue de manière suffisante et que la personne n'a pas envie de payer suffisamment pour acheter votre produit ou votre service, ça ne marchera pas non plus. Alors, l'autre point qui est hyper important, c'est ne pas parler de son offre ou de son entreprise. Ça aussi, c'est indispensable. Qu'est-ce qu'on fait de manière naturelle? Et j'ai beau avoir 20 ans d'expérience dans le commercial, quand je ne fais pas attention, j'ai tendance à aller là-dedans. Je vais parler du comment il va se servir du produit ou de la solution. Techniquement, les gens s'en fichent. Ce qui les intéresse, c'est à quoi ça va lui servir. Et le pire, c'est que plus on va lui parler du comment il va se servir du produit ou de la solution, plus on a un risque d'objection. Il n'y a qu'à voir, quand la personne, le prospect, vous fait une objection, c'est que vous avez parlé du comment et pas du pourquoi. Donc, il faut absolument que vous parliez uniquement de votre why et de votre proposition de valeur et absolument pas du comment. S'il pose des questions sur le comment, bien sûr, vous allez lui répondre, mais ne lancez pas ce sujet-là. Vous aurez tout le temps en rendez-vous commercial de traiter, d'expliquer. Et idéalement, c'est après la signature que vous allez pouvoir répondre à ces questions. Alors, pour aller contre ce que je disais juste avant, c'est de connaître parfaitement votre entreprise. Surtout si vous travaillez vous avez recruté un commercial ou si vous faites appel à une société externe,
Pourquoi? Parce que cette personne-là va devoir répondre à des questions. La personne va poser des questions sur l'entreprise. Alors, le je ne sais pas est une réponse valable, mais c'est le je ne sais pas et je vais revenir vers vous avec la bonne information. Cependant, ça, c'est la grille, donc les 10 P, hein, qui est très classique pour de la stratégie, mais qui est intéressante dans le cadre de la prospection pour savoir est-ce qu'on connaît bien l'ensemble des grands points, en tout cas, de l'entreprise. Donc, est-ce qu'on connaît tous les produits d'entreprise pour faire du rebond? On s'est peut-être trompé sur la proposition de valeur, on a mal ciblé, mais on en a détecté une autre. À ce moment-là, il y a une capacité de rebond. Donc, il faut connaître tous les produits et pas être exclusivement sur sa vision produit, même si quand on prospecte, on a une vision produit, bien évidemment. Il faut être en capacité de passer sur autre chose si on détecte un autre point de douleur. Connaître le pricing, même si on n'en parle pas pendant une phase de prospection, c'est bien d'avoir cette capacité de comprendre et de connaître le pricing. Où est-ce que le produit est vendu ou le service? Comment, quels sont les autres canaux d'acquisition qui peuvent être utilisés? Ça aussi, pour faire du rebond, c'est intéressant. Qui sont les personnes qui travaillent dans l'entreprise, avec qui la personne va avoir une relation après vous? Ça aussi, c'est indispensable. Quels sont les process? Quelles sont les preuves de marché que vous êtes en capacité d'apporter? Quels sont les partenaires de votre entreprise? Quelles sont les techniques d'inbound qui sont menées, et si la personne n'est pas intéressée, comment vous allez pouvoir la basculer vers de la maturation prospect pour ne pas perdre le prospect et la mettre dans la bonne case pour générer du lead. Et enfin, en quoi vous êtes différent des concurrents. Voilà, donc ça vous permet d'avoir une matrice que vous allez pouvoir donner à vos prospecteurs pour dire, voilà, tu as tout ce qu'il te faut pour connaître, en tout cas, mon entreprise, notre entreprise, et à ce moment-là, pouvoir répondre, en tout cas, aux questions, à 80% des questions qui vont être posées de la part des prospects. Donc même, et j'insiste, vous ne parlez pas de votre entreprise, c'est au prospect de poser les questions. En prospection, ne faites pas l'erreur de vouloir présenter votre entreprise. J'insiste, les gens s'en fichent de votre entreprise, c'est seulement à quoi ça va pouvoir leur servir la proposition d'offre que vous allez pouvoir leur faire. L'autre bonne pratique qui est hyper importante et qui fait partie d'ailleurs de l'écoute active, c'est la reformulation. La reformulation, elle est essentielle parce que déjà, elle va vous permettre de vous aligner avec le prospect et de montrer que vous avez bien compris les choses. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Donc, c'est avec le vocabulaire du prospect, ça va vous permettre aussi de créer la confiance et de montrer que vous maîtrisez la thématique et le vocabulaire du prospect. Il faut surtout, dans la reformulation, ne pas déformer les propos du prospect et être totalement exact. Il n'y a rien de pire que les commerciaux qui exagèrent les propos du prospect. Ça vous permet de valider les points de douleur. Donc ça, c'est hyper important. Si j'ai bien compris, monsieur le prospect, votre point de douleur, c'est ça, ça, ça et ça. Et moi, je peux vous aider sur ça et ça. Est-ce qu'on est bien d'accord? On valide l'intérêt. Est-ce que ça vous intéresse qu'on aille plus loin? L'autre intérêt de la reformulation, et là on est sur l'écoute justement totale, c'est d'explorer les non-dits. Et là, il y a une phrase que j'adore en entretien, c'est « Vous ne me l'avez pas dit, monsieur le prospect, mais voilà ce que j'ai compris de notre entretien ». Et ça, c'est génial parce que ça montre que vous avez écouté au-delà de ce qu'il a dit. Et ça, pour créer la confiance et le professionnalisme, c'est juste génial. Alors, l'autre bonne pratique, c'est aussi la conclusion. Avoir une bonne conclusion, c'est essentiel parce que c'est la dernière image que le prospect aura de vous. Vous avez pu faire un super entretien de prospection, une super découverte. Vous êtes au moment où vous avez validé un intérêt et là, vous vous craquez pour X ou Y raison sur la fin de l'entretien, au moment de la prise de rendez-vous ou pire, au moment de caler, je l'ai déjà vu, au moment de caler justement le rendez-vous. Et bien, ça, c'est dramatique parce que c'est la dernière image que le prospect aura de vous. Donc ça, il faut vraiment que la conclusion soit propre et parfaite. Donc ça veut dire, et vous pouvez même d'ailleurs rattraper un mauvais entretien sur une bonne conclusion. Donc toujours prévoir une suite. Donc ça, c'est indispensable. Tenir ses engagements, c'est tout aussi indispensable. Envoyer systématiquement un mail à la fin de l'échange, et ça, je vais l'approfondir, même si la personne n'est pas intéressée. Mettre les données dans le CRM, c'est aussi indispensable. Et bien évidemment, prévoir toujours une relance, même si la personne n'est pas intéressée, vous mettez une relance en place au bout d'un an. Donc, chaque année, vous réouvrez l'ensemble des leads
qui n'étaient pas intéressés l'année précédente. Ce qui s'est passé il y a un an, c'était il y a un monde. Donc du coup, il y a plein de choses qui peuvent s'être passées dans l'entreprise. C'est parce qu'il y a un an que c'était pas du tout dans le champ de réflexion que l'année suivante, ça va pas l'être. Et c'est comme ça que d'année en année, vous allez aussi créer la confiance. Et la personne le saura. Vous l'appelez tout le temps en janvier, elle saura en janvier, ah, je vais recevoir l'appel de telle boîte au bout d'X années. Et au bout d'un moment, vous gagnerez. Alors, toujours conclure par le mail, il y a plusieurs types de mails que vous allez pouvoir faire. Quand vous avez eu un échange qui était assez intéressant et approfondi, vous allez pouvoir faire un mail de compte-rendu. Donc ça, c'est hyper important, d'où l'importance d'une bonne prise de notes. Et ça, c'est indispensable. Et là, ça prouve votre professionnalisme et que vous avez bien compris les choses. Et même si la personne, vous perdez l'affaire, bah, le jour où vous allez reprendre contact avec elle dans un an, vous aurez un mail de compte rendu hyper exhaustif sur tout ce que vous avez dit. Donc ça, c'est hyper important. La personne n'était pas intéressée, ça peut être aussi de rebondir sur des informations que vous avez eues et faire des articles de mail, enfin lui envoyer des articles dans le mail de votre blog ou de votre veille pour dire que vous connaissez bien la problématique du prospect que vous avez identifié. Et ça peut jouer le rôle d'un commercial silencieux. Si vous traquez en plus les clics, ça vous permet de savoir si la personne a cliqué dessus, donc détecter un peu plus la maturité de votre prospect. Ça peut être aussi de l'inviter à votre prochain événement, un webinar, un atelier, un autre événement. Dire, bah, écoutez, vous n'êtes pas intéressé aujourd'hui, mais venez nous voir à tel événement, un salon. Ce sera l'occasion de discuter et puis on verra l'année prochaine ou dans 2 ans quand vous aurez un besoin. Ça fait toujours plaisir. La mise en relation, c'est aussi hyper intéressant. Et d'une part, c'est bienveillant. C'est-à-dire que vous avez détecté un autre besoin auquel vous n'êtes pas en capacité de répondre. Bah, mettez la personne en relation avec quelqu'un de votre réseau. Et ça marche très, 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 très bien. Parce que la personne se souviendra de vous de manière hyper positive, en disant, OK, bah, il m'a pas rendu service là, mais il m'a mis en relation avec une autre boîte qui est en capacité de répondre à mon besoin. Et je peux vous dire que le jour où vous allez le rappeler, vous aurez en tout cas une écoute de cette personne-là. Et elle vous livrera des bonnes informations. Donc pareil, en plus, ça vous permet de valider l'email que la personne va vous donner. Donc plutôt qu'elle vous donne un email contact, elle va vous donner un bon email. Donc ça, c'est hyper important. Et ça vous permet de garder le contact. Alors, 9e bonne pratique, c'est construire son processus de prospection. Alors là, je vous en donne un en exemple sur un process de prospection assez basique, mais qui fonctionne bien. Donc, semaine 1, j'appelle mon prospect, je lui fais un appel plus un mail si je ne l'ai pas eu. Donc là, je pars du principe que je ne l'ai pas eu à chaque fois, mais que j'ai ses coordonnées assez précises. Semaine 2, du coup, je fais un appel, je lui laisse un message vocal. Semaine 3, je le relance par mail. Semaine 4, un appel plus un mail. Semaine 5, je lui envoie un SMS. Semaine 6, je lui envoie un appel, un message vocal et un mail. Et semaine 7, je lui envoie un mail. Et si je ne l'ai pas eu, je le place dans une boucle de relance un peu plus long terme, de le relancer une fois tous les mois, tous les 2 mois, jusqu'à obtention. Il y a un moment, ça ne sert à rien d'harceler les gens, ça ne marche pas. Sur cette semaine, là, vous avez un programme de relance qui fonctionne assez bien. Et sur lequel vous allez pouvoir en tout cas enrichir votre base de données et vous assurer en tout cas d'un taux de contact. Si vous pouvez aussi passer la personne dans un cycle de nurturing, donc vous faites passer la personne dans un nouveau process, en tout cas de prospection et d'acquisition. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Je vous livre tel quel, à vous d'adapter, mais il marche celui-ci très, très, très bien. Donc, et là, vous pouvez travailler par groupe. J'ai un groupe A, je le passe là-dedans. La semaine 2, donc, je commence un groupe B. La semaine 3, je commence un groupe C. Et c'est là où vous enchaînez en fait un cycle de prospection permanent et vous construisez en tout cas un cycle de prospection hyper efficace. Alors, justement, donc je répondrai aux questions juste après, donc n'hésitez pas à toutes les poser maintenant, ça permettra que j'y réponde par la suite. La 10e bonne pratique que je peux vous recommander, c'est d'automatiser. Alors, gardez tout ce qui a de la valeur, ça veut dire vraiment le contact. Par contre, il y a plein de choses que vous allez pouvoir automatiser pour gagner en efficacité. Déjà, les prises de contact et les relances par LinkedIn. Donc d'ailleurs, nous, on a un service d'automatisation LinkedIn qui marche très bien, qui permet, on construit les scénarios avec vous et ça permet de relancer les personnes ad vitam aeternam
tant que, en tout cas, on n'a pas eu de réponse. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien pour générer un premier contact, pour aller vers un échange un peu plus qualifié. L'échange qualifié, bien sûr, vous ne l'automatisez pas. La génération de fichiers, c'est pareil. Ça, il y a plein de robots qui peuvent vous permettre aujourd'hui de générer des fichiers. Alors, pas, comme je vous l'ai expliqué, qualifiés à 100%, mais en tout cas avec un format qualitatif assez intéressant. Les mails de prospection. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, les comptes rendus, les articles de blog, les invitations des événements, voire les mises en relation, ça, vous pouvez les automatiser, c'est-à-dire qu'ils sont déjà prêts. Vous en aurez peut-être une vingtaine, une trentaine au total. Alors, les comptes rendus, il y aura une partie que vous aurez pu automatiser, une partie que vous allez faire de manière manuelle. Et ça, vous allez gagner en efficacité parce que vous pouvez les envoyer directement de votre CRM en 2 clics, faire ce qu'il y a en personnalisation s'il y a à faire. Et ça, c'est un temps de gagner qui est juste énorme. La gestion des tâches, je reviens sur le modèle d'après. Vous êtes dans la phase 1, appel plus mail, je ne l'ai pas eu, ça vous génère une tâche pour la semaine 2, je ne l'ai pas eu, ça vous génère une tâche pour la semaine 3, etc., etc. Donc ça, avec un bon CRM, la génération de tâches, vous pouvez l'automatiser pour ne pas avoir à le faire et pas avoir à réfléchir et de manière à avancer beaucoup plus rapidement. Les SMS, c'est pareil. Ça peut être automatisé. Et via votre CRM, beaucoup de CRM le proposent maintenant aujourd'hui, soit via une API, soit via de manière native. Et c'est pareil, vous n'avez pas eu la personne, vous cliquez sur le bouton, SMS à envoyer la semaine prochaine. Votre étape, là, j'ai mis l'étape 5, elle est faite naturellement. Votre tâche, elle sera directement à l'étape 6 quand vous allez devoir passer un appel. Alors là, le petit hack, c'est les messages vocaux. Vous pouvez aussi l'automatiser. C'est-à-dire que vous enregistrez un message sur le téléphone, assez générique. Bonjour, j'ai essayé de vous contacter justement il y a quelques jours. J'ai pas réussi à vous avoir, surtout si vous avez plusieurs numéros. N'hésitez pas à automatiser ça. Et ça, vous pouvez du coup découper le process que je vous ai montré là en mettant semaine 2 juste un voicemail pour aller plus vite. Et ça, votre CRM peut le gérer via une API, d'envoyer directement un message sur le répondeur ou le fixe de la personne. Donc ça marche plutôt bien et c'est un petit outil de productivité. Alors, ça ne permet pas de le personnaliser, donc je ne suis pas hyper fan, mais dans certains cas de figure, ça fonctionne assez bien, surtout quand on veut faire du quantitatif. La prise de rendez-vous, il y a plein de solutions comme Calendly qui vous permet de faire de la prise de rendez-vous automatique si votre agenda le permet. Nous, on l'utilise pas, par exemple, chez Imago parce qu'on a des agendas qui sont trop souples, ou rigides, ça dépend de quel point de vue on se place. Et en fait, ça ne nous permet pas d'utiliser Calendly, mais ça, c'est super pour aller générer, en tout cas, de la prise de rendez-vous automatique. La prise de notes peut aussi être automatisée. Donc, il y a des solutions comme Chorus qui vous permet, par exemple, quand vous parlez, d'automatiser la prise de notes ou des solutions comme Evernote qui vous permettent de faire remonter vos informations directement, par exemple, dans votre CRM. Et l'auto-automatisation, c'est bien sûr le tracking des appels qui vous permettent de tirer des stats après sur vos coûts d'acquisition. Et à partir de là, du coup, de faire de la planification commerciale. Si vous savez qu'il vous faut 120 appels pour générer un client, c'est très facile de savoir le temps que vous allez devoir accorder en termes d'indicateurs de performance.